qui garantissait tout ça. Alors, moi, plusieurs fois, dans mes interventions, je disais aux Français, vous continuerez à garantir notre franc, sinon ça ne marchait pas. Les Français nous ont fait un peu des difficultés au début, mais finalement, et surtout grâce à l'intervention bien documentée et passionnée de M. Saïd Ali Koubèche, nous avons obtenu finalement que de la France qu'elle continuera à garantir la solidité du franc Djibouti. Deux points. Nous avons quand même parlé aussi pendant cette réunion, toujours j'ai sauté, et il n'y avait pas que nous défendre, la défense, l'aide militaire, il fallait aussi vivre. Il y avait la TIC. Les Français ne voulaient pas faire payer la TIC leurs militaires comme leurs coopérants, c'est-à-dire ils allaient ouvrir un magasin, des magasins généraux pour que les Français achètent ces marchandises-là chez eux. Non. J'ai refusé et la TIC, c'est-à-dire ils payaient la taxe intérieure de consommation comme tout le monde. On a obtenu aussi qu'ils continuent à payer l'impôt de solidarité, c'est-à-dire les militaires français, les appelés français continuent à payer ceci avant le 8 mai. D'abord, vous savez, on appelle République de Djibouti. C'est moi qui l'ai suggéré dans mon intervention du 4 décembre à la Chambre des députés, session budgétaire, le journal, vous trouverez ça dans le Réveil de Djibouti. L'appelons-la la République de Djibouti. Alors, venons-en maintenant, après 1977, dans les premiers gouvernements du président Gouled, monsieur le Premier ministre, vous occupez le poste de ministre des Affaires étrangères, poste clé pour ancrer Djibouti dans la communauté internationale. Quelles sont les grandes lignes de votre action à la tête de la diplomatie djiboutienne? J'ai été, d'abord au début, avant même d'être nommé ministre, immédiatement après le 3 ou le 2 juillet, monsieur le président Gouled m'envoie en mission à l'ONU pour préparer notre admission donc vers le mois de septembre-octobre. J'y vais avec monsieur Abdulkader Waberi Askar et nous avons donc préparé cette entrée sans problème. Nous avons été voir naturellement les plus autorités de l'ONU et notamment M. Vadheim. Et nous avons donc mis en place, mis au point les modalités de cette admission. Mais en même temps, nous avons été voir l'ambassadeur de l'URSS et l'ambassadeur de la Chine et pour leur dire que, attention, nous allons garder une présence française sur place, puisque l'accord de coopération portait déjà sur la coopération, c'était donc quelque chose d'officiel, et pour éviter que, parce qu'à l'époque, c'était quand même la guerre, et c'était la grande guerre, non pas la guerre physique, mais la guerre froide. Et alors, on était leur dire, voilà, nous allons les garder et nous demandons quand même d'être admis. Ils ont tellement bien fait qu'ils ont été les premiers à même entériner avant même nous ont accepté donc sans problème. Et de retour donc je suis nommé ministre des Affaires étrangères et là j'allais vadrouiller un peu pour mettre en place nos installations dans les organismes internationaux. Commencé en septembre par la Ligue arabe. Et à la Ligue arabe, il y a deux États qui ont cherché un peu à s'opposer. Ils m'ont gardé avec ma délégation pendant 3 jours dans un hôtel, fermé dans un hôtel, à attendre qu'on nous appelle. Finalement, nous avions quand même des alliés solides, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Et nous avons donc été admis. Et j'en ai quand même profité
pour demander déjà une aide. Vous savez, ça va de soi. Et une aide, c'était sur quoi? Sur des enseignants. J'ai demandé de l'argent avec lequel nous allons payer des enseignants bilingues arabes, puisque dans notre l'admission, nous devions commencer par enseigner la langue arabe. C'était une des conditions de l'admission à la Ligue arabe que nous avions acceptée. Alors, donc, c'était plus facile pour moi de dire arabe et français. Ce sont des Tunisiens qui sont venus. Et l'année d'après aussi, j'ai insisté. Et donc, l'ALESCO, c'est-à-dire l'UNESCO arabe, pendant plusieurs années, je ne sais pas si c'est 10 ou 15 ans, nous a laissé ici 65 enseignants de ceci. C'était quand même pas mal pendant cette période. Il y avait aussi l'admission à l'OMS. Il y a eu en décembre ce qu'on appelle la francophonie. Et puis il y a eu par la suite, après, quand j'étais en même temps Premier ministre, l'acceptation par Djibouti et donc par moi à Paris même de l'installation ici de l'ambassadeur de l'URSS. Il y avait donc des actions comme celle-là, mais j'ai continué après en tant que ministre des Affaires étrangères et en tant que premier ministre. Quoi? Eh bien, toujours, oui, il faut se rappeler qu'avec le président, nous avons été quand même en novembre, fin octobre-novembre, même en novembre, oui, à New York, et pour accepter à l'Assemblée générale, et donc accepter l'Assemblée qui a accepté notre admission. Donc nous étions admis fin en novembre à la Ligue arabe, à l'ONU et à l'UEA déjà, dès le 3 juillet. Alors, en décembre 1977, soit 6 mois après l'indépendance du pays, survient le clash politique avec la démission du Premier ministre de l'époque, M. Ahmed Dini. Le président Goulet fait appel à vous pour le remplacer et vous permet, même ce qui est rare, de garder le portefeuille des Affaires étrangères. Donc vous êtes incumulable, vous êtes Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Et ministre de la Défense. Et ministre de la Défense. 3 postes donc. Comment vous avez d'abord vécu ces clashs politiques? On va y revenir sur votre 3 postes, mais d'abord, qu'est-ce qui a été l'origine du clash politique entre Ahmed Dini et Hassan Goulet? Un clash brutal, brusque, ce n'est pas ça. Il y a eu déjà M. Ahmed Dini était Premier ministre, mais c'est M. Goulet qui était chef de gouvernement. Et à partir de là, peut-être déjà, il y a eu pas mal de choses. Il y en a eu d'autres que d'autres petits points comme ça que je vais passer. Mais quand il y a eu cette affaire du palmier en Zang et ensuite de la, disons, plutôt brutalité à Arhiba, M. Ahmed Dini s'est senti obligé de démissionner. Moi, j'étais à Côte d'Ivoire pour la francophonie. C'était avec M. Ahmed Ibrahim, qui était notre ambassadeur à Paris. Effectivement, M. Goulet m'appelle immédiatement, mais je ne suis pas revenu immédiatement. Je suis passé par l'Éthiopie et je suis revenu. Et ensuite, j'ai été voir M. Ahmed Dini. On me fait croire dans un écrit que M. Ali Kouba fait dire à M. Dini que je n'ai pas démissionné quand lui, il a démissionné. En vérité, j'étais directement chez lui en venant de l'Éthiopie
j'étais dans le balcon chez lui. Je lui ai dit que me voilà. Je prends le même. Je ne vais pas faire autrement que ce que tu as fait. Et c'est lui qui me dit non. Tu étais absent. Il me donne un proverbe afar que je n'arrive toujours pas à formuler exactement. C'est-à-dire l'absence d'un événement, quand un événement de mauvais clash comme ça s'est passé avec le tour de Palmianzang et Arhiba, tu n'étais pas là. Et donc maintenant, tu vas devenir l'homme de la situation, l'aîné, quoi. On a littéralement le mot arabe. Et j'ai dit, bon, mais devant les députés Afar. Et le lendemain, on m'amène devant les députés Afar. Et Ahmed Dini dit, voilà, Abdallah Kamil va renouer les liens. Nous ne voulons pas une cassure totale, définitive. Abdallah Kamil va renouer les liens. Et simplement, on m'a chargé de 3 conditions. 3 conditions. Lesquelles? Il fallait Qui vous charge des 3 conditions? Disons les députés Afar. Et Ahmed Dini, naturellement, qui était là. Et quoi? C'est faire sortir de prison les jeunes qui ont été emprisonnés à cause justement après l'affaire du Palmianzang. Se faire inscrire autant de militaires que l'on a pris pour le FLCS, c'est-à-dire 700. Et puis récupérer, retrouver, amener le titre de Premier ministre, chef de gouvernement. Bon, naturellement, M. Gouled vous n'êtes pas nommé encore Premier ministre? Non, pas encore. C'est à la réunion du dimanche, alors que c'était jeudi que je suis revenu d'Éthiopie. C'est la réunion de vendredi, je veux dire, et on me charge. Alors je vais voir M. Gouled, qui m'attendait d'ailleurs, et puis rencontre très agréable, mais c'était un peu trop. Surtout le problème du chef de gouvernement, Premier ministre, chef de gouvernement. J'ai répété tout à fait honnêtement les conditions qu'on m'a imposées. Et puis, bon, on a mis du temps quand même à se retrouver, contrairement à ce qu'on dit que je courais derrière le pouvoir. On a mis quand même du temps. C'est M. Moïm Badon qui était mon ministre de l'Intérieur à l'époque, j'étais président du conseil de gouvernement, et qui était toujours ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de M. Ahmed Dini. Et puis, M. Saïd Ali Koubèche, aujourd'hui, on ne peut pas le faire témoin, mais M. Badon est vivant. Et puis, tous les deux ont finalement rangé les choses en faisant M. Goulet, était tout de même un homme beaucoup plus expérimenté que moi. Et le fait de dire oui, il savait parfaitement qu'après, il aurait fait ce qu'il valait peut-être. Mais en tout cas, il a dit oui. Et j'ai formé donc le gouvernement avec donc Premier ministre. Mais moi, le Premier ministre, je ne comptais pas, je ne pensais pas trop. Donc vous avez préférais... sur les 3 points que les députés Afar... J'ai rien abandonné. Pour être clair, Monsieur le Premier ministre, sur les 3 points que les communautés Afar, les députés Afar vous ont chargés, est-ce que M. Gouled a satisfait ces 3 points ou pas? Finalement, il a dit oui. Il a dit oui. Nous n'allons pas plus loin. D'ailleurs, moi non plus, pendant les 8 mois que je suis resté avec lui, je n'ai insisté que sur un seul, de prendre dans l'armée des affaires aussi dans l'armée, comme on l'a fait pour la FLCS. Et ça, on me l'a catégoriquement refusé. Et s'il y a eu, de ma part, petit à petit un recul, de mettre un peu à l'écart, c'était à cause de ce refus. Parce qu'on pourrait très bien me dire, bon, on va prendre 200 au lieu de 700, on va prendre 300. Non, mais refus catégorique. Je n'ai même pas parlé de 2 autres points en attendant. Parce que pour libérer les jeunes, il fallait attendre